cette question dérangeante, qui nous heurte sans doute, mais qu'il faut poser parce qu'elle est posée. Peu la posent à voix haute, mais certains le font. Et sans doute beaucoup la posent aussi à voix basse et n'osent pas peut-être le faire. Les nouvelles livraisons d'armes occidentales peuvent-elles alimenter la guerre plus que la faire aboutir, et la faire aboutir évidemment au profit des Ukrainiens que nous aidons ou que nous tentons d'aider du mieux possible tous les jours. AMX français, regardez, on va les découvrir, ces nouvelles livraisons d'armes. AMX français, Bradley américain, Marder allemand. En quelques jours, on va les découvrir. Warrior anglais, allons-y pour ces 4 types de blindés légers qui se ressemblent d'une certaine manière. On va essayer de les mettre à l'image. En quelques jours, donc, les Occidentaux ont franchi un nouveau palier. Non, on ne peut plus les voir. Alors, ces armes, je demande à la régie, elles arrivent, c'est compliqué. Vous savez, le processus est un peu lourd ici. Donc, les voilà. Le processus est plus lourd que ces blindés qui ne sont pas, rappelons-le, des chars lourds. Bon, ils ne font pas 50 tonnes. Ils font plutôt une quinzaine de tonnes, même s'ils ont des gros canons. Ça, jusqu'à présent, il n'était pas question de les livrer. En quelques jours, ces 4 puissances occidentales, et c'est la France qui l'a fait la première, ont décidé de livrer ce type d'armes aux Ukrainiens. Donc on se dit, l'Ukraine, encore une fois, pays démocratique, pays agressé, aura de quoi se défendre et peut-être reconquérir sa souveraineté territoriale face à l'ogre russe, l'agresseur et le pays autocratique. Mais ces voix s'interrogent, et certaines à voix haute, et pour la première fois, elles s'interrogent en disant ceci. On ne comprend pas la réalité de la guerre. On ne comprend pas ce qui se passe sur le terrain. Et ce qui se passe sur le terrain, disent-elles, c'est que les forces s'équilibrent et qu'il n'y aura sans doute pas de vainqueur militaire. Pour bien comprendre ce qui se passe sur le terrain, je vous propose maintenant, justement, pour en prendre la mesure, de regarder le récit qu'a fait Cédric Masse. Cédric Masse, on le connaît ici, c'est un historien militaire, on l'a accueilli, et il a pu rassembler diverses images, divers constats, diverses informations en provenance de l'endroit peut-être où la guerre fait le plus rage, c'est-à-dire du côté de Bakhmout. Et il en a tiré un récit saisissant, donc je vous propose de le découvrir. À la lumière de ce récit, on va se poser la question que posent certains sur l'utilité des livraisons d'armes pour faire aboutir la guerre. Que dit-il Cédric Masse? Que montre-t-il? Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. C'est donc l'historien Cédric Masse qui a recensé, rassemblé ces éléments et qui livre ce récit. Oui, Cédric Masse, il est président de l'Institut Action Résilience. C'est un think tank qui est spécialisé dans les conflits. Et avec ce récit, c'est peut-être la première fois qu'on comprend à quoi ressemble vraiment cette guerre sur le terrain, les hommes, les armes, les assauts, en l'occurrence sur la ligne de front la plus disputée, près de Bakhmout et de Soledar, dans le Donbass. Le premier enseignement, côté Kiev, la défense ukrainienne, c'est une succession de plusieurs lignes. En première ligne, l'infanterie, puis en soutien, les blindés et l'artillerie de longue portée. Et ceux qui sont en première ligne, au plus près de la ligne de front, ils vont d'abord surveiller les attaques et guider l'artillerie. Ce sont les plus éprouvés et donc tous les 3 à 5 jours, ils sont relevés par d'autres groupes et ils vont se mettre en réserve. Ici, sur les images que vous allez voir, nous sommes à Soledar samedi et on voit que les soldats font la rotation dans des chars de combat blindés, ce qui permet de les protéger en cas de tirs ennemis. Mais cette rotation, elle peut aussi être périlleuse. Ici, on voit des soldats dans un véhicule franchir un pont au péril de leur vie. On voit qu'un autre véhicule a été attaqué juste avant et qu'ils sont sous le feu de l'artillerie russe. Parfois, ils avancent aussi à pied 2 jours, comme vous allez le voir à Soledar, c'était ici vendredi. Et parfois, ils entament leur route à la tombée de la nuit, comme ici à Bakhmout, toujours vendredi. Et l'artillerie russe n'est jamais loin parce qu'on l'entend souvent gronder comme un bruit de fond. Et Cédric Masse raconte à quoi ressemble leur vie quand les nouvelles équipes, quand ils sont sur le front, quand ils sont sur la première ligne, donc. Oui, c'est ce que nous montrent les images que vous allez voir. Parfois, c'est la forêt qui leur sert d'abri. À quelques centaines de mètres à peine de la ligne de front, ils creusent des tranchées, ils se cachent dans des trous. Et c'est là également qu'ils installent leurs armes. Ici, en l'occurrence, il s'agit d'un javelin, mais ils ont aussi des mitrailleuses, des lance-roquettes ou encore des lance-missiles. Parfois aussi, ce sont des ruines de bâtiments détruits qui leur servent d'abri.
Rappelons que ces combats, ils durent depuis juillet dans cette zone et on voit effectivement que sur ces images, tout est quasiment détruit. Dès lors qu'ils sont installés, entre guillemets, les soldats passent une partie de leur temps à attendre la prochaine attaque ennemie. Ils jouent aux cartes, ils jouent aux échecs et parfois, effectivement, avec en fond sonore les fracas de la bataille. Dans l'attente, l'ennemi bombarde également parfois de manière épisodique. Et ce dont on se rend compte aussi dans ce récit de Cédric Masse, c'est ce qui se passe quand l'offensive en face est lancée et que vous êtes en première ligne. Exactement, quand l'ennemi intensifie les bombardements, ces soldats avancent également par petits groupes, on les voit ici, et la première ligne ukrainienne à ce moment-là demande du soutien à l'artillerie plus en arrière pour qu'elle bombarde l'attaquant en retour. C'est ce qu'il se passe ici, avec ce Russe qui tente ici de progresser dans une tranchée, mais qui est sous le feu de l'artillerie. Les blindés et les obusiers pilonnent l'ennemi et les tirs de mortier s'enchaînent. Il faut savoir aussi que pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, des soldats risquaient leur vie pour partir en repérage à nu, justement pour guider cette artillerie. Désormais, les Ukrainiens envoient des drones en reconnaissance, justement pour tenter de repérer les troupes ennemies. Ce que nous montre aussi ce récit en images, c'est ce qu'il se passe du côté des attaquants. Ici, ce que vous voyez, ce sont des troupes Wagner et des Tchétchènes près de Donetsk samedi. Ils sont en train de se lancer à l'assaut des lignes ukrainiennes. Ils hurlent pour se donner du courage, lance-roquettes en main, ce qui signifie effectivement que les combats sont rapprochés. Si les Russes réussissent à progresser, c'est là qu'il peut y avoir des combats d'infanterie très rapprochés. On voit par exemple ici que ce soldat russe tient un lance-roquettes portatif, un manpad. Il va se positionner pour tirer. À ce moment-là, que se passe-t-il en face ? Eh bien, c'est le moment parfois de prendre des risques pour répliquer et pour empêcher l'ennemi d'avancer davantage. Ici, vous voyez ce soldat ukrainien sortir du petit bois où il se cachait. Il avance à découvert, manpad en main lui aussi. Il va se positionner pour tirer. Il doit faire vite car il est déjà une cible. On va voir 7 roquettes ennemies tomber tout près de lui. Il tire et effectivement, il revient ensuite se mettre à couvert. Pour ceux qui sont dans les ruines, même surveillance et même préparation à riposter. Ici, 2 soldats ukrainiens dans la ville de Soledar. On voit qu'ils sont cachés derrière les marches d'un escalier et on discerne effectivement dans leur regard l'angoisse et la concentration. Et pour cause, même ville, mais autre scène, les Russes, cette fois, ont réussi à percer les lignes. Un combat au corps à corps vient d'avoir lieu et les corps des soldats ukrainiens s'entassent sur les marches. On a évidemment flouté ces images qui sont assez difficiles à regarder. Et pour ceux qui en réchappent, eh bien, il faut battre en retraite. Ces images que vous allez voir, c'était samedi dans les environs de Bakhmout. Les forces ukrainiennes viennent de se faire encercler et ceux qui s'en sont sortis rejoignent les positions arrière. Voilà, et ce récit ne fait pas l'impasse sur le nombre énorme de victimes que fait cette bataille, que font toutes ces batailles, mais celle-là en particulier. Oui, c'est précisément là que l'expression « chair à canon » prend tout son sens, surtout du côté des attaquants russes, et qu'on le visualise pour la première fois. Cette photo, c'est sans doute la plus saisissante de ce récit. Nous avons compté sur quelques mètres carrés 63 corps de soldats russes disséminés. On les a cerclés ici pour mieux les distinguer. Ça témoigne effectivement de la violence de ces combats qui durent désormais depuis des mois. Merci Justine et merci aussi à Cédric Masse pour ce récit qui est très instructif. Quand on ne connaît pas la guerre, peut-être que vous n'avez rien découvert. Mais là, toutes ces images que l'on voit souvent de manière éparse, brusquement, elles prennent un sens. Et tout cela fait un récit cohérent. On se rend compte de ce que ça veut dire ces batailles, de ce que ça veut dire la chair à canon, de ce que ça veut dire le combat, justement, dans ce Donbass dont on parle depuis longtemps. Peut-être une réflexion sur cette image qu'on vient de voir, qui est sidérante, celle de tous ces corps de soldats russes dans un aussi petit périmètre, comme s'ils avaient été soufflés par une seule et même explosion, Dominique. Oui, alors deux remarques. J'ai vraiment horreur de l'expression chair à canon. Du côté ukrainien, on voit la progression par petits groupes, etc. La frappe qu'il y a là, c'est probablement un dispositif russe qui a été vu et qui est à l'opposé de ça. C'est-à-dire des gens qui sont concentrés, parce que c'est concentré quand même là, hein, les 63 corps, hein, et qui, quand vous recevez une frappe d'artillerie, eh ben, vous recevez une frappe d'artillerie, d'où la nécessité de dispersion.
J'ai trouvé que dans le reportage, j'avais vu avant, bien sûr, très intéressant parce que très pédagogique, en vous montrant que les gens... il y avait la carte, une vue dans laquelle on voyait les soldats qui avançaient, qu'on change tous les 3 ou 4 jours. Je rappelle qu'à Verdun, c'est l'option qu'avait choisi le maréchal Pétain, qui était général à l'époque, et qui a changé la face, parce que les soldats, pour ne pas rester longtemps dans les tranchées, on les relayait, puisque c'est ceux qui sont les plus vulnérables. Et ensuite, bien sûr, alors la grande nouveauté qu'il y a là-dedans, bien sûr, c'est l'apparition du drone. C'est-à-dire qu'avec le drone, eh bien, vous n'êtes pas obligé de lever la tête, vous envoyez le drone, vous regardez, et puis à ce moment-là, vous pouvez envoyer l'artillerie. Donc j'ai trouvé que c'était extrêmement pédagogique pour montrer la réalité de la guerre, qui est quand même très très proche, drone mis à part, très très proche de ce qui se passait dans les années 15 et 16. Ou même après. Donc j'ai trouvé ça vraiment très, très marquant de voir ça, et de voir comment ces soldats dans une zone qui est en confrontation depuis 2 mois et demi, 3 mois. Ah oui, depuis juillet même. Voilà, ils arrivent. Et où les Russes ont massé, et notamment Wagner, a massé un nombre de troupes incalculable. Et au moment où on voit progresser la relève qui arrive en véhicule, d'ailleurs c'est intéressant parce que on voit d'abord une image d'un blindé, et puis après ça c'est l'image vue de l'intérieur d'un véhicule totalement civil, hein. On voit bien le tableau de bord, on voit bien que c'est un véhicule tellement civil où il s'arrête d'ailleurs, alors que la seule sauvegarde, c'est d'aller vite pour ne pas prendre le tir d'artillerie, en fait. Hein. Oui. Alors que quand vous êtes en véhicule blindé, j'en reviens aux véhicules qui vont être livrés, ça offre une réelle protection, en particulier contre les tirs indirects, donc les tirs d'artillerie, où les éclats ne rentrent pas dans le véhicule blindé, bien sûr. Alors justement, la question que je voudrais aborder maintenant, les livraisons de ces véhicules, compte tenu de ce qu'on observe là. Rappelons que Bakhmout, c'est un front qui n'a quasiment pas bougé depuis 6 mois. En ce moment, on vous dira, les Russes ont un peu l'avantage. Soledar, ils ont sans doute pris le contrôle de cette petite ville à côté de Bakhmout, on n'en est pas certain. Demain, ils pourraient le perdre. Bref, il n'y a rien de décisif. Compte tenu de cela, livrer ce nouveau type d'armement, ces chars légers, selon certains, ça ne va pas faire pencher la balance d'une façon définitive. Au contraire, cela va alimenter la guerre. Beaucoup le pensent. Certains le disent. Écoutons-le. Écoutons-le, Bruno, et puis vous allez réagir. Encore une fois, ça peut être une question dérangeante, parce que nous, notre stratégie, c'est d'aider l'Ukraine militairement. Écoutons le général Vincent Desportes. Voilà ce qu'il dit. Il dit, d'un côté, on peut se réjouir, mais de l'autre côté, je crains que... Écoutez-le, c'était sur LCI ce matin. Moi, quand je vois ça, d'une part, je me félicite. On ne peut pas laisser l'Ukraine perdre. L'Ukraine ne doit pas perdre cette guerre. Mais en même temps, moi, ça me fait penser à l'histoire des 2 gamins qui sont dans la cour de l'école et chacun se lance des cailloux. Et que font leurs amis? Ils leur apportent de nouveaux cailloux. Des 2 côtés, on apporte des cailloux. Alors moi, je crois que c'est quelque part un peu irresponsable. En même temps, il faut apporter des cailloux. Mais en même temps, il faut chercher à trouver une solution pour que ces 2 gamins arrêtent de s'étriper. Voulons-nous que cette guerre se termine par un épuisement commun, par un effondrement de la Russie qui serait le plus mauvais service que nous pourrions rendre au monde? Évidemment pas. Donc il est temps, d'une part, de continuer à réarmer suffisamment l'Ukraine pour qu'elle ne perde pas, c'est indispensable, et en même temps essayer de construire la paix. Alors, Vincent Desportes, c'est l'ancien directeur de l'école de guerre. J'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal à comprendre ce raisonnement, parce que j'ai bien entendu le général, comment s'appelle-t-il, Desportes, qui nous dit qu'il fallait réarmer l'Ukraine, mais il ne faut pas trop l'armer quand même. Écoutez, moi, ma première réaction, c'est de dire heureusement que le 18 juin 1940, ce n'était pas le général Vincent Desportes qui était à Londres. Hein. Je ne comprends pas ce raisonnement. Soit on veut que l'Ukraine l'emporte et on lui donne les moyens, dans la mesure du possible, d'avancer, de gagner du terrain, pour que si jamais un jour il y a une négociation, au moins qu'elle soit dans la meilleure position possible. Mais en même temps, je crois que ce général, en fait, il ne veut pas que l'Ukraine gagne. Il voudrait ce qu'il voudrait. J'ai l'impression, je ne voudrais pas faire de procès d'intention, c'est qu'il y a une sorte d'équilibre qui se fasse pour qu'à un moment tout le monde se mette autour d'une table, l'attaquant et l'attaqué, l'agresseur et l'agressé, et qu'il ne faudrait surtout pas quand même que l'Ukraine gagne, parce que ça pourrait humilier la Russie. Je trouve ça, enfin, je trouve ces propos assez scandaleux, mais vous avez raison de les passer, parce que
passons sur la personne. Beaucoup pensent ça. Certains. Et beaucoup nous le disent en privé, là, oui, mais dans la salle de maquillage, et ne le disent plus écoutez, en plateau. au moins ce général a le courage de le dire en public. Je trouve ces propos honteux, voire scandaleux, défaitistes. Enfin, voilà, encore une fois, heureusement qu'on n'est pas en 40. Mais vous avez raison de les passer, puisque certains le pensent. Mais je ne comprends pas qu'on puisse dire, et c'est le plus important, il faut que l'Ukraine gagne, mais il ne faut surtout pas lui livrer des blindés légers. Alors là, j'avoue que les bras m'en tombent. Je ne suis pas l'avocat de Vincent Desportes, mais sans doute, à l'origine de ce balancement, il y a l'idée que moralement, oui, il faut aider l'Ukraine parce que c'est le pays agressé, mais que lui a le sentiment que, d'un point de vue réaliste, ça ne fera qu'alimenter cette guerre dont aucun n'est en mesure aujourd'hui, dans laquelle aucun aujourd'hui n'est en mesure de prendre le dessus. Galia. Moi, j'ai trouvé ça exactement comme Bruno Tertrais, totalement honteux les propos. Et honteux la comparaison avec les gamins qui ramassent les cailloux dans la cour pour jeter les uns contre les autres. C'est une guerre extrêmement sanglante. Dans cette guerre, malheureusement, peut-être pour toutes les personnes qui aimeraient faire la paix le plus rapidement possible, Dieu sait dans quelles conditions, malheureusement, dans cette guerre, il ne peut y avoir qu'un gagnant, parce que c'est une vraie guerre, même si M. Poutine ne le reconnaît pas. Et bien sûr, contenir l'Ukraine pour qu'elle ne fasse pas trop de dommages à la Russie est une mauvaise position, parce qu'il faut se poser la question très simple. Qu'est-ce qui se passe si nous cessons ou diminuons ou en tout cas n'augmentons pas nos livraisons d'armes? Eh bien, l'Ukraine va perdre, les Russes vont s'emparer de nouveaux territoires. Ils ont déjà détruit l'Ukraine de façon très substantielle. Et donc, on sait aussi quelles sont les idées qui ont alimenté cette guerre, la destruction de la nation ukrainienne et de ce pays. Et donc, dans ces conditions, je pense que l'impératif moral de l'Occident, puisqu'il est globalement du côté de l'Ukraine, est d'aider l'Ukraine par tous les moyens possibles. Et là, je dois dire que, par exemple, même en Russie, certains opposants au régime Poutine se disent « mais pourquoi on ne livre pas davantage ?» Parce que le seul moyen de terminer cette guerre, en fait, c'est que l'Ukraine gagne. C'est de livrer vraiment davantage d'armes, encore plus d'armes. Bien sûr. Général Trinquant, dans ce que dit le général Desportes, encore une fois, il y a peut-être sa préférence morale, mais ce qu'il dit, c'est le rapport de force est trop équilibré pour que des livraisons d'armes de cette nature fassent la différence. Donc là, il n'exprime pas un point de vue, comment dire... parce qu'on peut dire il ne souhaite pas la victoire de l'Ukraine. Moi, je pense qu'il souhaite la victoire de l'Ukraine, mais il dit elle n'est pas possible. En fait, voilà ce qu'il dit. Est-ce que le rapport de force, c'est vérifié ou pas? Non, alors juste de remarque, le rapport de force, absolument pas. Je le rappelle, jusqu'à fin août, c'était la Russie qui progressait. À partir de la fin août, Kharkiv, Kherson, c'est l'Ukraine qui a progressé. Alors, on aurait pu dire au mois de juillet, août, finalement, le rapport de force, donc on fait rien, quoi, puis on attend. Non, le rapport de force est en train de basculer en faveur de l'Ukraine, et plus on va lui donner d'armes, plus le rapport de force va être en sa faveur, ce qui, quoi qu'on fasse, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la victoire, en fait, les lignes de 2014, les lignes de 91, ça amènera peut-être à une négociation. Mais le rapport de force fera que les Ukrainiens sont en rapport favorable. Juste une remarque, parce qu'il se trouve que dans un cercle de généraux, vous savez, on se parle beaucoup. Et sur ce sujet-là, on a échangé, pas plus tard qu'hier soir. Et avec le général Desportes. Oui, entre autres. Mais enfin, par écrit, hein, je veux dire, sur des textes. Et là, il disait, en fait, je vois bien le souci. C'est le souci de beaucoup de diplomates. De toute façon, ceci se terminera par une négociation. Oui, et alors? Une négociation dans quelles conditions? Dans quel rapport de force? Et il y avait une citation qui m'a beaucoup plu et qui les a mis complètement en porte-à-faux. Une guerre ne s'est jamais terminée sans une négociation dans laquelle le vaincu participait à la négociation. Je dis, ben d'accord, mais il faut qu'il y ait un vaincu.
Et puis c'est pas vrai historiquement. Il y a beaucoup de guerres dans l'histoire qui se sont terminées sans aucune négociation. Par ailleurs. Je termine. On parle en particulier quand on regarde 14-18 et 45. Et donc, je dis, eh bien donc, ça veut bien dire qu'il faut un vaincu. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas inviter la Russie vaincue à discuter, mais dans un rapport de force qui sera favorable à l'Ukraine. Et voilà le sujet. Donc, si vous voulez, je dis, c'est un problème de tempo. Pourquoi parler de ça aujourd'hui? Le temps arrivera bien où il faudra négocier et nous verrons, lorsque le rapport de force sera en faveur de l'Ukraine, comment se passera la négociation et sur quelle base. Mais le tempo, c'est que ce n'est pas le temps de discuter aujourd'hui d'une négociation qui aura lieu dans combien de temps? 3 mois, 6 mois, 1 an? Je ne sais pas. Vincent, je perçois... Quelque chose me dit que vous êtes sur la même idée. Si vous voulez, je perçois, tu as raison, derrière le lexique des neutralistes, un non-dit assourdissant. L'angoisse de voir la guerre se terminer, soit il faut savoir terminer une guerre au détriment de la Russie. C'est-à-dire que la Russie ne doit pas perdre, entend-on. Nul n'aurait à gagner quoi que ce soit à l'effondrement de la Russie. Mais à ma connaissance, les régimes tombent, mais ni les pays, ni les continents. Le dernier en la matière à avoir disparu, c'est l'Atlantide, et ça n'était qu'une entité imaginaire. Donc les pays ne sombrent pas, ça n'existe pas. Et je trouve d'ailleurs assez frappant... Non, mais sur la livraison d'armes. Oui, mais j'y viens. Mais de voir que cette angoisse, en fait, elle fait surface depuis précisément l'inversion du rapport de force. C'est quand même... Alors, les livraisons d'armes, soyons là aussi très clairs. Pour moi, ça met en évidence... un constat que j'ai eu l'occasion de formuler 2 ou 3 fois ici, c'est qu'on voudrait nous faire croire qu'il y a un jeu à somme nulle entre le réalisme d'une part et la morale d'autre part, ou le moralisme, ou, lexique d'extrême droite, la moraline, cette sorte de substance assez détestable qui serait sécrétée par les idéalistes, par les naïfs, etc. Mais non. Et précisément, la livraison d'armes. Parce que le traité de paix, le moment venu, doit se faire dans le respect du droit international, c'est-à-dire de la souveraineté et de l'intégrité de l'Ukraine, eh bien, il faut effectivement mettre les moyens. On ne franchit pas le Rubicon pour y pêcher à la ligne. Puisque l'Occident a fait un choix cohérent, courageux, qui est celui de dire nous sommes du côté des agressés contre les agresseurs, eh bien, on ne va pas s'arrêter à mi-chemin. Ce n'est pas nous, ce n'est pas les Ukrainiens qui ont décidé ça. Qui a écrit cette partition détestable ? Ce sont les Russes. Alors qu'on ne vienne pas nous dire aujourd'hui qu'il faut être plein de mansuétude et de compréhension pour ceux qui ont couru le risque de la défaite sans que nul, contrairement à leur vulgate habituelle, ne la provoque. Alors, le général Desportes est en ligne avec nous. Bonsoir, général Desportes. Merci d'être avec nous. Vos propos ce matin sur notre antenne font beaucoup réagir. Notamment la comparaison avec 2 enfants qui jouent dans la cour de récréation à se lancer des cailloux. Vous avez dit en leur fournissant plus de cailloux, eh bien on risque d'alimenter la guerre. Et tous ici disent qui aurait pu prévoir que l'Ukraine allait contre-attaquer, réussir ses contre-attaques en septembre à Kharkiv, en novembre à Kherson, et elle l'a réussi parce qu'on lui livre des armes. Donc dire en livrant des armes, on alimente la guerre plutôt qu'on aide l'Ukraine, est-ce que ça n'est pas du défaitisme? Voilà la question qui vous est posée. Eh bien, écoutez, tous ceux qui tiennent des propos à peu près raisonnables sont généralement traités de munichois. Donc moi, je pense qu'il faut être raisonnable. C'est-à-dire que, effectivement, l'Ukraine ne doit pas perdre et l'Ukraine doit gagner. Il n'y a aucune question là-dessus. Maintenant, je reprends l'affaire de mes 2 enfants dans la cour de l'école. Il y a 2 choses qui sont sûres. Oui, les parents ont raison de donner des pierres à leurs enfants pour qu'ils ne perdent pas. Derrière, il faut bien qu'ils trouvent une solution pour qu'à la fin, on arrête de se jeter des pierres et qu'on vive ensemble. La deuxième chose, c'est que ces 2 enfants ne quitteront jamais la cour de ces écoles et que donc il faut établir une situation qui permettra de vivre ensemble. Et donc, même si ça peut déplaire, je crois qu'on est bien dans le « en même temps ». En même temps, il faut que l'Ukraine gagne cette guerre. Et en même temps, il faut déjà penser à l'architecture de sécurité qui nous permettra de vivre ensemble. Bruno Tertré, qui est sur votre plateau, a fort bien expliqué ce que seraient les conséquences de la chute de la Russie. Ces conséquences-là, il faut évidemment les prendre en compte dans la réflexion. Et ne pas s'étonner, si on ne les prend pas en compte, de voir se construire un monde que nous n'aurions pas voulu construire
Il faut donc en même temps réfléchir au futur et faire vivre le présent. Je rappelle que toute la tradition européenne, c'est le traité de Westphalie, c'est le traité de Vienne. Ce sont tous ces traités dans lesquels on a terminé les guerres en pensant au futur, Il est donc indispensable de faire les deux en même temps. Pardonnez-moi, général, là on n'était pas tellement sur l'effondrement de la Russie, mais plus sur la question de la livraison des armes à l'Ukraine, qui est la stratégie occidentale depuis le début. L'Occident pense que l'Ukraine peut gagner cette guerre. Vous semblez penser qu'à ce stade, le rapport de force est trop équilibré pour qu'un des deux belligérants puisse l'emporter. Est-ce que quelqu'un veut... Oui. Non, je reprends les exemples de la fin août et du mois de novembre. Le rapport de force va évoluer. Aujourd'hui, les Ukrainiens sont en train de préparer une offensive et on verra si ça réussit. Mais le rapport de force peut basculer. Qui peut dire ce que va donner une offensive? Le deuxième point, c'est que penser à l'après toujours, ne pas en parler quand il n'est pas le temps d'en parler. Et il n'est pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais on peut y penser, tout à fait. Le quiz du soir, qui a dit, je le cite, « Fondamentalement, ces livraisons ne peuvent pas et ne vont pas changer quoi que ce soit. Ces livraisons ne peuvent que prolonger les souffrances du peuple ukrainien. » Réponse, Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin. Alors, oui, Galéa. Vous parlez comme Dmitri Peskov, pardonnez-moi, général des Portes, c'est ce que vous dit Vincent Hugeux. Oui. Non, je pense que je me suis fait mal comprendre. Je viens de dire au départ qu'il fallait aider l'Ukraine à gagner la guerre et je suis particulièrement favorable, évidemment, à la livraison des armes et je l'ai dit maintes fois sur votre plateau. Mais je dis simplement, rappelons-nous les États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je rappelle que la charte de l'Atlantique, c'est juin 41. La déclaration des Nations Unies, c'est janvier 42. Donc à ce moment-là, on pense bien à la guerre en fonction de la paix que l'on veut obtenir. Et c'est bien comme ça, qu'il faut faire. Mais pardonnez-moi, est-ce qu'il y a une autre paix possible que le retrait russe des territoires occupés en Ukraine? Eh bien, écoutez, probablement, je n'en sais rien. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas à moi de dire, mais je dis que ceux qui conduisent la guerre pour la guerre produisent la guerre. Et que le sens de la guerre, c'est de produire une paix meilleure que la précédente. Et je constate que la paix d'avant a produit la guerre. Et que donc, on doit réfléchir ensemble, même si ça fait rire Bruno Tertrais, on doit réfléchir ensemble à la paix de demain. Et c'est juste la façon intelligente de conduire la guerre. La guerre doit se conduire en fonction de la paix qu'on veut obtenir. Pour être clair, ça ne me fait pas rire, ça me fait sourire de manière amère, parce que ce n'est pas la paix qui a produit l'invasion de l'Ukraine, c'est Vladimir Poutine. Alors, je sais qu'il y a un récit qui consiste à dire, en 1991, on a, entre guillemets, mal traité la Russie, et que cette pauvre Russie maltraitée, humiliée, elle se devait, comme un petit enfant, paraît-il, comme un petit enfant dans une cour d'école, s'en prendre à son voisin. Je crois que c'est une reconstruction de l'histoire. Moi, je suis d'accord pour qu'on réfléchisse à cette fameuse architecture de sécurité future, qu'on fasse mieux dans la stabilisation du continent européen, mais que ce soit Vincent Desportes ou Emmanuel Macron qui le disent, ça me semble totalement à contre-temps aujourd'hui. On ne peut pas aujourd'hui, je pense que le parallèle avec la charte de l'Atlantique de 41 et l'imagination qu'on avait sur les Nations Unies, elle est complètement décalée. Le parallèle n'est pas bon. Donc on reparlera de cela une fois qu'il y aura effectivement une stabilisation en faveur de l'Ukraine, et on verra si la Russie veut faire le même chemin que l'Allemagne en 1945, alors là, on pourra reconstruire avec elle, effectivement, un ordre de sécurité stable, une architecture de confiance. Mais il faudra qu'elle fasse ce chemin-là, parce que ce n'est pas avec la Russie de Vladimir Poutine qu'on pourra reconstruire quelque chose de stable. Si c'est encore Poutine, si c'est encore le même régime, il faudra, je pense, l'isoler, non pas le faire s'effondrer. Je pense qu'effectivement, personne n'a intérêt à souhaiter l'effondrement de la Russie, mais ça n'est pas avec ce régime qu'on pourra coexister. Il y a quelque chose qui est cassé, qu'on ne reconstruira pas. Galia, je pense... Est-ce que vous voulez la guerre pour la guerre? Non, ce n'est pas la guerre pour la guerre. Tout simplement, il y a des rumeurs très persistantes qu'il y aura bientôt une deuxième vague de mobilisation. On parle de 500 000 nouveaux mobilisés. On parle de la fermeture possible des frontières. On sait que le complexe militaro-industriel russe fonctionne à pleine allure maintenant. C'est 24 heures sur 24.
Et il y a des chars qui sont produits, il y a des obus qui sont produits, il y a des obus et des drones qui ont été livrés, continuent d'être livrés par l'Iran. Il y a la Corée du Nord qui pourrait aussi livrer des obus. C'est-à-dire, nous ne sommes pas dans une situation stable. Ce n'est pas la puissance de la Russie aujourd'hui qui est la même que sa possible puissance demain. Et donc ces livraisons d'armes à l'Ukraine nous préparent aussi à une riposte éventuelle. Nous préparent aussi à cette éventualité-là. Vous savez, aujourd'hui, je dis juste encore un mot, on est donc dans la région de Bakhmout et de Soledar, dans une bataille qui n'a pas son équivalent, je pense, en férocité, depuis la Seconde Guerre mondiale. Prigojine lui-même, qui est donc le chef des Wagner, maintenant tout le monde sait ce que c'est, il parle du combat littéralement pour chaque maison. Chaque maison, chaque immeuble, c'est une nouvelle ligne de défense. Il parle, je ne sais pas si le fantasme ou si c'est vrai, que les Ukrainiens ont aussi des concentrations de troupes et même de chars dans les souterrains des mines, parce que c'est une région minière. Donc, nous sommes dans quelque chose d'assez apocalyptique. Les Wagner avancent. Et vous dites que ce n'est pas le moment de lâcher. C'est sûrement pas le moment de lâcher. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous, Général Desportes, d'avoir argumenté aussi. Toutes les voix doivent être entendues. Merci beaucoup, Général Trinquant. Merci Vincent, merci Bruno, merci Galia.